21 juin 2022, Jean-Michel Aulas, après 35 ans à la tête de l'Olympique lyonnais, annonce être en discussion pour céder le club à John Textor. La France du foot découvre à ce moment-là Eagle Football et donc son dirigeant. La vente va mettre près de 6 mois à se réaliser, elle sera faite finalement le 19 décembre 2022. Près d'un an plus tard, du coup, novembre 2023, eh bien, Eagle Football connaît des fortunes diverses avec les différents clubs qu'il possède. Certains s'en sortent plutôt bien, pendant que Lyon est en grande difficulté du point de vue sportif, dernier de Ligue 1, et du point de vue financier également. Et surtout, il y a une certaine forme d'opacité sur la manière dont fonctionne Eagle Football du point de vue financier. Alors, dans ce troisième épisode de ma série sur les empires de foot, et après avoir parlé du City Football Group, mais aussi de la Galaxy Red Bull, je vous propose de vous présenter John Textor, les différents clubs possédés par Eagle Football, avec un focus sur l'Olympique lyonnais, bien sûr, et enfin de rentrer sur le détail des investisseurs derrière le groupe Eagle Football. Empire de foot, épisode 3, on est parti. Et pour commencer, je vous propose de parler d'un des protagonistes majeurs de cette vidéo, c'est John Textor, bien sûr. Sa vie et sa jeunesse notamment sont particulièrement intéressantes en fait, puisque ce dernier donc il naît en 1965 et c'est un membre éloigné de la famille Dupont, qui est une des familles les plus riches des États-Unis au 19e siècle, qui a fait notamment sa fortune sur la poudre à canon. Mais a priori, Textor il aurait vécu une jeunesse à peu près classique dans une famille de classe moyenne, où il se serait fait notamment connaître pour le skateboard. Et oui, il a fait beaucoup de compétitions quand il était jeune de freestyle skateboard, où il était presque sportif professionnel si je puis dire. Et sa carrière s'est arrêtée assez jeune finalement dans les années 80 parce qu'il s'est blessé à la tête. Il a décidé de se reconcentrer sur ses études plutôt. Et derrière, entre ses atouts du point de vue financier et son intérêt pour la technologie, eh bien, il va se mettre à créer et à racheter des entreprises dans plusieurs domaines, le sport, internet, la technologie, mais aussi le divertissement. Il est notamment connu pour avoir été chairman de l'entreprise Fubo TV, qui est un service de streaming aux États-Unis notamment pour du sport. Mais ce qui est super important, c'est ce qui va se passer à partir de 2021, puisque pour la première fois de sa vie, eh bien, John Textor met un pied dans le football en rachetant un club en Angleterre. Parce que oui, en 2021, c'est Crystal Palace qui va vendre 40% de ses parts à John Textor, et je vais vous faire à partir de maintenant la chronologie des clubs qui ont été rachetés par John Textor et de la création d'Eagle Football. Mais tout d'abord, vous parler d'un truc assez particulier sur les clubs possédés par John Textor, c'est que souvent c'est des historiques, en fait, et des clubs qui ont pas mal d'histoire. Parce que oui, Crystal Palace, c'est un club historique en Angleterre. Alors, c'est pas un des meilleurs clubs en termes de palmarès, par contre, c'est un des plus anciens clubs d'Angleterre et par extension un des plus anciens clubs du monde. Il a été créé par des joueurs de cricket en 1861 à Crystal Palace. C'est l'un des membres fondateurs de la Football Association en 1863 et aussi de la FA Cup, auquel il participe dans sa première édition en 1871-1872. Bref, c'est un dinosaure du football. Mais Crystal Palace, c'est aussi un club qui a mis du temps à monter en division 1 anglaise. La première montée, c'est en 1969, seulement après plus de 100 ans d'existence déjà. De fait, le palmarès du club n'est pas incroyable. 2 fois champion de deuxième division anglaise, 2 finales de FA Cup, la dernière en 2016, jamais mieux que 3e en championnat d'Angleterre. Mais par contre, c'est un club qui est quand même solidement installé en première ligue aujourd'hui, parfois à la lutte un peu pour des places européennes, rarement embêté par la relégation. Mais surtout, Crystal Palace est le seul club encore en première ligue à avoir un groupe ultra de supporters, les Holmesdale Fanatics. Je vous mets notamment le lien d'un article de SoFoot qui en parle un petit peu. En Angleterre, si vous voulez voir des tifos, des banderoles, des craquages de fumigènes, et bah faut aller à Selhurst Park Stadium au sud de Londres où les fans sont très proches de la pelouse. En plus, c'est une ambiance assez particulière. Si on revient un petit peu sur John Textor, il faut noter que pour ce premier achat, eh bien, il ne devient pas majoritaire à Crystal Palace puisqu'il ne prend que 40% des parts. Les 60% restants sont partagés entre un Anglais, Steve Parish, et aussi 2 Américains, Josh Harris et David Blitzer. Par contre, le père Textor, pour devenir majoritaire d'un club, il va attendre seulement un an plus tard et il fera pas un, mais 2 achats consécutifs fin 2021. Le 24 décembre, le jour de Noël, il annonce racheter 80% du RWD Molenbeek en Belgique, donc devenant donc majoritaire. Et puis, 10 jours plus tard, en janvier 2022, il annonce racheter également 90% du club de Botafogo de Football et Regatas au Brésil. Il faut que je vous parle de ces 2 clubs parce que, comme je vous ai dit, Père Textor, je pense qu'il aime bien raconter des histoires puisqu'il rachète que des clubs qui ont des histoires assez folles. A commencer donc chronologiquement par le Racing White Daring de Molenbeek qui vaudrait carrément sa vidéo tellement son histoire est bordélique. Le football belge en général est quand même assez bordélique. À la base, on a donc le Royal Racing Club de Bruxelles, qui est un club de football créé en 1894, qui est fondateur de l'Union belge, la fédération belge de football. C'est un club qui domine notamment les premières années du championnat.
Et puis à partir de 1963, c'est une très longue histoire bordélique de fusion où je vous mets quelques sources en commentaire si vous voulez creuser. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est assez marrant quand même à raconter. Mais parmi les événements marquants, on a bien sûr la fin du XXe siècle où le club est relégué en division 2 belge et puis à la fin de la saison 2001-2002, c'est en division 3 qu'il est relégué de manière administrative cette fois suite à de nombreuses disputes internes et fautes de repreneurs. Le club sera même forfait la saison suivante et va disparaître avec son matricule également, puisqu'en Belgique les clubs doivent avoir un matricule pour disputer le championnat. De 2003 à 2014, il y a pas mal de tentatives de reprise du club sans succès. Il faut finalement attendre l'année 2015 pour que le RWD Molenbeek 47 soit créé. Finalement, ça va prendre un peu de temps pour trouver un matricule qui lui permet d'intégrer le championnat belge, mais finalement, ils vont y arriver. Et puis, le club va monter les échelons petit à petit. Et au moment où Textor rachète le RWD Molenbeek, eh bien, il est déjà en deuxième division belge et il est monté, d'ailleurs, la saison passée, 2022-2023. Il est actuellement 10e du championnat belge cette saison. C'est là où je reviens sur l'introduction de la vidéo où je vous disais que certains clubs d'Eagle Football vont plutôt bien. Et bien, Molenbeek, du point de vue sportif, est plutôt en phase ascendante, même s'il y a des soucis aussi. Le coach a été limogé il n'y a pas longtemps. Et il y a une forme de crise d'identité dans ce club. Je vous mets notamment un article de l'équipe en description qui parle plutôt bien de ça, c'est assez intéressant. C'est un club qui est assez particulier en Belgique. Du côté des histoires de club, eh bien, Botafogo, qui a racheté donc début 2022, juste après Molenbeek, eh bien, n'est pas sans reste, puisque c'est un club qui est issu de la fusion de deux clubs, dont un qui n'avait rien à voir avec le football, quasiment. On a donc Club de Regatas Botafogo, qui est créé en 1894, qui est un club d'aviron, et qui survole d'ailleurs les régates de Rio de Janeiro, qui est notamment champion du Brésil, je crois, en 1902, et qui se trouve à faire un petit peu de football de temps en temps, notamment un match amical contre Flamengo en 1903. Et surtout, on a Botafogo Football Club qui a une histoire assez folle puisque c'est un club qui a été créé par deux petits jeunes et leurs potes de 14-15 ans qui avaient pas grand chose à faire à cette époque-là, créé donc en 1904 sur le nom d'Electro Club. Et finalement, ce petit monde va fusionner en 1942, donc quand même quasiment 50 ans après la création du club d'aviron. Et en fait, ils vont fusionner suite à un match amical de basket entre les deux clubs qui étaient amis, où un des joueurs, Armando Albano, va perdre la vie, victime d'une crise cardiaque. Et en fait, ça va rapprocher les deux clubs qui vont décider de fusionner tout simplement et donc de créer le club de Botafogo de Football et Regatas. Alors c'est marrant parce que moi dans mon imaginaire Botafogo c'était un club avec un gros palmarès au Brésil, mais en fait mes recherches m'ont montré que pas du tout. C'est un club qui était dominant au début du XXe siècle mais quand il n'y avait pas vraiment de championnat national, qui a quand même 2 titres de champion du Brésil, 1968-1995 et une Copa Sudamericana en 1993 qui s'appelait la Coupe Conmebol à l'époque. Et récemment en fait le club a connu des difficultés puisqu'ils ont notamment été relégués en série B en 2020, et puis finalement ils sont remontés la saison suivante, juste avant que Textor les rachète. Et depuis quelques saisons, eh bien, le club va vraiment bien. Cette année, ils sont carrément à la lutte pour la victoire en championnat du Brésil. Alors en ce moment, ils sont sur une passe difficile, il y a pas mal de concurrence au Brésil, mais ils ont longtemps été en tête, et ça explique notamment les dernières vidéos qui sont sorties où Textor pétait un plomb contre l'arbitrage. On peut le comprendre aussi, parce qu'il peut peut-être amener le premier titre depuis très longtemps à Botafogo, et quand même, ce serait pas rien. Allez, si on reprend maintenant la chronologie des clubs rachetés par John Textor, et avant de nous parler de l'OL, eh bien, il faut que je vous parle fin 2022 de la création enfin de Eagle Football, bien sûr, qui est en fait une société créée par John Textor pour chapeauter le rachat de ses clubs. Société qui est détenue à 100% par Eagle Midco, qui est une holding, elle-même détenue à 100% par Eagle Holdings, dont 70% du capital appartient à John Textor, et ensuite les 30 autres pourcents appartiennent à diverses entreprises financières dont je vous parlerai en fin de vidéo. Et c'est donc grâce à cette société Eagle Football qu'un mois plus tard, John Textor peut annoncer le rachat effectif de l'Olympique Lyonnais et donc de 78% de ses parts. Achat particulier parce que l'Olympique Lyonnais c'est un club coté en bourse quand même, c'est un peu différent d'un club classique. Et je vous fais pas un dessin, l'Olympique Lyonnais c'est un des 10 plus grands clubs français dans le football, le plus grand sûrement du début des années 2000. L'histoire du club a peu de haut finalement avant l'arrivée de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais en 1987, le club qui était à ce moment-là en division 2. Et après être remonté, Lyon va devenir le plus grand club français du début du 21e siècle, avec notamment 7 titres de champion de France consécutifs de 2002 à 2008, également 5 fois vice-champion de France, 5 Coupes de France, dont la première en 1964, qui était le premier grand titre du club à l'époque, mais également 8 titres de Trophée des Champions, une Coupe de la Ligue, 2 demi-finales de Ligue des Champions 2010 et 2020, une demi de Coupe des vainqueurs de Coupe, également une demi de C3 et une victoire en Coupe Intertoto.
Mais l'OL, c'était aussi un modèle assez particulier, finalement basé sur la jeunesse, la formation, avec pas mal de jeunes qui sortaient du centre de formation pour évoluer ensuite en équipe première. Un modèle qui était malheureusement en fin de course du point de vue sportif, parce que les résultats étaient moins bons depuis 5-10 ans, et aussi du point de vue économique, notamment la création du stade du Parc OL les a un petit peu mis dedans financièrement avec une dette bancaire relativement importante, si bien que la vente est devenue obligatoire, et malheureusement, c'est des investisseurs américains, c'est un club qu'on aurait bien voulu voir rester dans le paysage français du point de vue financier. Alors, spoiler, on va commencer à parler des détails financiers, donc ça va devenir un peu plus compliqué. Moi-même, je ne maîtrise pas forcément tous ces sujets, donc je vous mettrai des liens en description pour mieux comprendre. Mais en gros, c'est une vente assez particulière parce que Eagle Football s'est engagé à racheter donc la totalité des parts de Allnest, qui était la société familiale de Jean-Michel Aulas, de Pathé et d'IDG Capital, l'investisseur chinois, pour environ 78% des parts de OL Group, mais en plus, il y a eu deux engagements, celui de racheter la moitié des Orsan possédés par Allnest. En gros, pour la construction du parc OL, Lyon a dû souscrire à des obligations, un prêt auprès d'organismes financiers qui est remboursable en actions nouvelles ou existantes, donc pas en argent. Ça, il y en avait pour plus de 80 millions d'euros. Et la deuxième chose que Eagle devait faire, c'était faire une augmentation de capital de 86 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Je vais rentrer un peu plus dans les détails d'où vient l'argent d'Eagle Football dans quelques instants, mais il y a encore quelques actus dont je dois vous parler sur les rachats de clubs par John Textor, puisque en mars 2023, Eagle Football a augmenté ses parts dans le groupe de Crystal Palace, puisque maintenant ils n'ont plus 40 mais 46% des parts du club, qui sont quasiment majoritaires. En juillet 2023, il y a également l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a validé le rachat encore de 10% du capital de l'OL via ce qu'on appelle une OPA, une offre publique d'achat, pour récupérer encore donc 10% des actions de l'OL, si bien qu'aujourd'hui, Eagle Football via John Textor possède donc 87% des parts de l'OL. Et là, tout récemment, John Textor veut trouver un nouveau club, cette fois-ci au Portugal. Il a déjà eu des vues sur Benfica ou encore le FC Porto, mais ça n'a rien donné. Et a priori, il est rentré en pourparlers avec Estoril, qui est avant-dernier du championnat portugais, donc à suivre pour le futur. Et pour être complet sur l'histoire d'Eagle Football, il faut que je vous parle des autres projets autour de cette entreprise. On a d'abord le FC Florida, qui est une académie de jeunes de football qui a été créée en 2008 aux États-Unis et qui a pour but donc de former des jeunes joueuses et joueurs avant qu'ils aillent en université pour ensuite obtenir un contrat professionnel. Et on a surtout les clubs féminins possédés par Eagle Football, qui sont au nombre de 2 maintenant, puisque Eagle Football, en rachetant OL Group, a également racheté donc la section féminine de l'OL et le club OL Reigns, qui est une franchise aux États-Unis en NWSL, la National Women's Soccer League, qui est l'équivalent de la MLS côté féminin. Et ces deux clubs qui ont des trajectoires assez différentes, parce que déjà OL féminine a été vendue depuis en avril de 2023. C'était vendu 50 millions d'euros à une certaine Michelle Kang pour renflouer les caisses d'Eagle Football. Michelle Kang, c'est un nom assez important parce que déjà, elle possède une franchise en NWSL, Washington Spirit. Et je vous propose de regarder le board de Eagle Football où on trouve justement cette certaine Michelle Kang. Et là, vous devinez qu'il y a un petit conflit d'intérêts parce que Michelle Kang, elle possède une franchise et elle est au board d'une entreprise qui possède une autre franchise en NWSL, c'est OL Reigns. Et donc, depuis quelques mois, Eagle Group essaye de vendre cette autre franchise OL Reigns et pour l'instant ça n'a pas été encore effectué. Et donc pour finir, je vous propose comme promis de plonger un petit peu dans les méandres financiers de Eagle Football parce que je vous ai dit tout à l'heure que Eagle Football appartient à une holding qui appartient à une holding qui appartient seulement à 70% à John Textor, donc il y a 30% qui appartiennent à d'autres personnes et puis il y a des histoires d'obligations assez complexes que je vais essayer de vous simplifier. Il faut savoir que les éléments que je vais vous présenter là, ils sont principalement tirés du document d'information de l'offre publique d'achat d'Eagle sur les 10% du capital de l'OL qui ont été rachetés donc en juillet. C'est un document qui a été réalisé par Natixis, une entreprise française, et qui me permet donc de vous montrer l'organigramme de Eagle Football. Et on voit qu'il y a donc 3 entités dont on découvre le nom. On a d'abord donc Iconic Sport Eagle Investment LLC, qui est une société d'investissement qui possède donc 18% de Eagle Football Holdings. Et justement, il y a plus d'un mois, cette entreprise, elle a un peu fait parler d'elle et fait peur au niveau de l'Olympique Lyonnais, puisque il y a quelques articles qui ont montré qu'en fait, la société est en passe d'être liquidée depuis septembre 2023. Également un article du Figaro qui parle de la volonté d'Iconic de retirer ses billes chez Eagle Football. On parle de 75 millions d'euros quand même. Et c'est pour ça que Eagle a dû rassurer un petit peu tout le monde pour dire que c'était pas forcément un problème.
On a également Elmwood Eagle LLC, qui est une société américaine d'investissement en private equity. Il y a très peu d'infos, honnêtement, sur cette société. Et c'est pareil sur YMK Holding LLC, une autre société d'investissement américaine. Bref, je ne sais pas trop d'où ils sortent. Mais en tout cas, chacun possède 6% des parts d'Eagle Holdings. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça encore, puisque le père Textor, il n'a pas 70% d'Eagle Football Holdings, finalement, il a un peu moins. Parce que vu qu'il n'a pas assez d'argent, il a dû émettre des obligations auprès d'un autre organisme financier, Ares Management, qui est un gestionnaire d'actifs américain, notamment possédé par des amis de John Textor. Et donc, pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, il a émis des obligations, donc il a cédé des actions à Ares Management contre de l'argent qu'il récupérera ensuite sous un certain temps. Et du coup, ça fait qu'il y a un bout de capital qui a été cédé à Ares Management, et c'est pas n'importe quoi. Au total, on compte quand même 12% du capital en actions qui a été cédé à Ares Management. Et enfin, il y a un plan d'intéressement à destination de la direction d'Eagle Football Holdings et des salariés pour quasiment 9% du capital qui a été mis en place, si bien que je vous montre le tableau récapitulatif du nombre d'actions possédées par chacun des acteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'in fine, eh bien, Eagle Holdings Football eh bien, n'est possédé qu'à 55% par John Textor. On a ensuite 14% pour Iconic Sport Eagle Investment, 4,74% pour Elmwood Eagle LLC, YMK Holdings LLC, et 12% au total pour Ares, parce qu'il y a eu 2 émissions d'obligations, et ce plan d'intéressement représente 9% des actions. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien, en fait, il y a énormément d'acteurs financiers différents qui sont impliqués dans Eagle Football Holdings, et donc, in fine, dans la gestion des clubs possédés par Eagle, dont l'Olympique Lyonnais. Comme dirait un certain Romain Molina, c'est un sacré micmac quand même, et je suis pas sûr que le football soit gagnant de ces organisations si complexes, même si, de ce qu'il disait, Romain Molina, je vous mettrai une vidéo en description, et bien ça reste quand même des acteurs plutôt sérieux au global. Et donc je m'arrête là pour ce 3e épisode d'Empire de Foot dédié à Eagle Football, qui est un peu plus long que les précédents, je pense. Je viens de m'enregistrer et honnêtement, il y avait énormément de choses à dire. J'espère que ce format un peu plus long vous aura intéressé. Je vous rappelle toutes mes sources qui sont en description, également les 2 épisodes précédents. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire également quels seraient les autres Empires de Foot que vous voudriez que j'étudie. Je vous mettrai un sondage de toute façon. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite bon courage aux supporters lyonnais qui vivent une période assez difficile, et je vous souhaite au global à tous une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour parler foot. Ciao ciao.